CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Et on rejoint notre pharmacien Daniel Lachance. Bonjour Daniel. Bonjour. On va parler de gestion de la douleur aujourd'hui. C'est pas pareil pour tout le monde, c'est pas pareil pour chaque douleur. Exact. Dans le fond, la perception de la douleur varie d'une personne à l'autre. Puis il y a différents types de douleurs, donc qui ne se soulagent pas de la même façon. Donc, des fois, on a l'entendant en posant nos questions sur une douleur d'un 1 à 10, comment vous percevez la douleur, qu'est-ce que ça... Ces questions-là viennent nous répondre, selon la réponse du patient, à quel type de douleur on a affaire, puis comment on peut soulager le patient. Est-ce que quand on parle de douleur, habituellement, quand on vient voir le pharmacien ou le médecin, on est à 8 ou à 9? Ça arrive souvent. C'est sûr que 8-9, nous, là, c'est une douleur qui va pratiquement empêcher de respirer. Là, 8-9-10, là, on est dans des douleurs très fortes. Faut souvent, préciser. c'est une référence médicale. Entre 0 et 10, souvent, là, douleur, à partir de 5, une douleur modérée, elle nous incommode quand même au day-to-day. Qu'on arrive à 6-7, là, ça nous incommode assez qu'on n'est pas capable de se concentrer à travailler ou faire nos activités. 8-9-10, là, on commence à... on pleure, puis souvent à 8-9... Du 8, 9, 10, là, on n'en va pas... Si on y arrive à la pharmacie, on leur dit peut-être que c'est le temps d'aller à l'urgence. Mettons un calcul rénal, là, personne a des sueurs, puis elle dit je suis à 9 sur 10. Moi, là, peut-être que c'est le temps d'aller à l'hôpital. Mais jusqu'à du 7 sur 10, là, qui peut être une bonne douleur. Mettons une entorse lombaire. Quand ça se passe, là, ça peut faire mal à 7, 8 sur 10, mais ça vient par coup dans les spasmes. On n'est pas obligé de référer nécessairement d'emblée à l'hôpital. On peut les soulager en pharmacie, mais c'est dans les bonnes douleurs qu'on va voir là, une bonne entorse lombaire ou une entorse dorsale quand ça se passe. Là, puis, ça peut arriver qu'il y ait une petite goutte de sueur qui arrive du côté puis qu'on a de la misère à respirer, mais on sait que c'est momentané puis c'est relié à une blessure ou tout ça. Fait que là, on peut le gérer en pharmacie. Mais habituellement, on va gérer jusqu'à une douleur modérée sévère si on est capable d'identifier la cause. Là. Mais une douleur à 8, 9, 10, la cause est plus ou moins nébuleuse. Souvent, on va s'assurer que ce n'est pas infectieux ou plus grave, on va référer à ce moment-là, évidemment, pour aller qu'il y ait un diagnostic médical. Mais pour revenir au type de douleur, dans le fond, il y a 3 grands types de douleurs. On a les douleurs qu'on va appeler somatiques. Les douleurs somatiques, c'est fracture, entorse, une douleur osseuse X. Dans le fond, douleur les gens sont très capables d'identifier où est la douleur. Puis bon, je vais toucher ou au mouvement, ça va empirer la douleur. Donc, on sait que c'est musculaire ou squelettique. Donc, un traumatisme, une blessure musculaire sont les douleurs somatiques, les fractures. Donc, c'est la personne va dire « j'ai mal là ». C'est une douleur qui est très précise, très ciblée, puis qui est reliée soit à un traumatisme ou de l'arthrose, peut être une douleur aussi somatique, l'usure des os. Mais on sait où on a mal, c'est précis. Puis l'intensité de la douleur peut varier selon, c'est sûr qu'une fracture versus une contusion, on n'aura pas la même échelle. Fait que l'intensité peut varier. Par contre, le type ou le ciblage de la douleur est très précis. Ensuite, on a les douleurs viscérales. Qui sont plus des douleurs, viscérales, on parle de viscères, là, donc qui est une douleur qui est plus diffuse. Les gens vont avoir plus de difficultés, vont dire, bon, j'ai mal au ventre, mais c'est très précis, non, c'est pas augmenté à, mettons, au mouvement ou tout ça, c'est une douleur qui va être plus sourde, plus profonde, mais pas de choc électrique, pas de picotement, pas de rien, mais les douleurs, des fois suite aux chirurgies, un mix de douleurs somatiques, parce que puis de douleurs viscérales, mais douleurs diffuses à l'intérieur. Souvent, Tylenol va bien répondre à ces douleurs-là, les narcotiques aussi, mais c'est l'identification de la cible. C'est plus nébuleux, là. C'est souvent un peu plus diffus. Donc là, on parle de douleurs viscérales. Puis il y a les douleurs neuropathiques, qui sont souvent, les gens vont nous rapporter, hernie discale, engourdissement, picotement dans une jambe, brûlement, les douleurs après un zona. Donc le zona qui atteint, qui est un virus là, de la varicelle qui réapparaît, là, qui amène des petites lésions, des cloques, tout ça. Mais c'est pas les lésions qui amènent les problèmes, c'est la douleur. Ça abîme les terminaisons nerveuses, puis ça fait une douleur, souvent un type de brûlement, engourdissement. Puis, différentes causes. On peut avoir des douleurs neuropathiques qui sont de cause neurologique aussi, tout simplement. Là. Mais aussitôt qu'il y a les névralgies faciales, là, les névralgies du trijumeau, là, ça amène un engourdissement, brûlement au niveau du visage, qui est une douleur neuropathique aussi.
douleur plus difficilement soulageable. Dans le fond, que des autres types de douleurs, puis avec des antidouleurs qui vont être différents aussi que les antidouleurs conventionnels. On en vient là, justement. Quoi soulage quoi? Dans le fond, souvent les douleurs somatiques sont très bien soulagées par les anti-inflammatoires. Tylenol peut fonctionner aussi, mais tu sais, Advil, Naproxen, ça, les anti-inflammatoires vont être très efficaces pour les douleurs somatiques. Donc, dans les fractures, les entorses et tout, c'est pour ça qu'on prescrit des anti-inflammatoires. Et moins des narcotiques, parce que justement, bon, des fois, dans la douleur très sévère, on va rajouter les opioïdes, tu sais, la morphine et compagnie, mais il faut que ça soit sévère. Puis, c'est des douleurs qui sont moins bien soulagées de manière naturelle par les narcotiques, beaucoup mieux par les anti-inflammatoires. Donc, on n'ira pas en premier choix vers des opioïdes et des douleurs somatiques parce que, justement, les anti-inflammatoires fonctionnent mieux. Par contre, il y a des gens qui ont des contre-indications, mettons insuffisance cardiaque, des choses comme ça, qui ont des contre-indications aux anti-inflammatoires. On n'aura pas le choix d'aller vers d'autres types de douleurs. Tylenol, puis si la douleur est plus forte, des fois, on n'a pas le choix de donner des opioïdes malgré tout. Quand il y a des spasmes musculaires, comme dans les entorses lombaires, les entorses dorsales, des fois, on va rajouter des relaxants musculaires qui peuvent avoir un impact, mais qui sont surtout efficaces quand il y a le fameux spasme, quand ça barre, quand on dit que ça barre, ça va relaxer un peu, ça empêche un peu le réflexe d'étirement du muscle, puis qui spasme, aussitôt que les fibres viennent s'étirer un peu. Donc, ça peut avoir un bénéfice là-dedans aussi. J'ai parlé d'anti-inflammatoires dans les fractures, douleurs, blessures. Quelque chose de paradoxal, on ne va pas les utiliser trop longtemps. Moi, j'ai fait de la physio, j'ai fait du sport pas mal, fait que, tu sais, discute avec les physios. Puis, la tendance, surtout au niveau tendineux, dans les tendinites, les anti-inflammatoires ont tendance à retarder ou à la cicatrisation de ces blessures-là, surtout au niveau tendineux. Donc, souvent, dans le gros pic de douleur, on peut l'utiliser, mais on ne va pas perdurer trop longtemps parce que ça peut avoir un impact négatif sur la guérison. Donc, le moins longtemps possible, mon petit aparté là, pour les anti-inflammatoires. Dans les douleurs somatiques, donc douleurs viscérales, pardon, donc douleurs cancéreuses, notamment douleurs diffuses, internes. Bon, on répond bien au Tylenol, peut répondre un peu aux anti-inflammatoires aussi, tout dépendant, mais c'est sûr que si on parle des problèmes digestifs, il faut faire attention avec les anti-inflammatoires parce qu'ils sont irritants pour l'estomac, puis peuvent empirer les problèmes gastriques ou intestinaux. Mais si on pense plus à une inflammation interne ou tout ça, ça peut être utile dans certains cas. Le Tylenol, et si la douleur est plus forte, c'est la douleur qui répond le mieux aux opioïdes, donc la morphine et ses dérivés. Donc, c'est pour ça que des fois, en post-chirurgie, on en voit un petit peu plus souvent là, des opioïdes, bon, évidemment, dans la douleur cancéreuse. Là, les gens qui ont des métastases au niveau viscéral, c'est quand même ça qui fonctionne le mieux pour ce type de douleur-là. Donc, on est prudent à l'utilisation des opioïdes, évidemment, pour les surdoses ou la dépendance, mais c'est utile dans certains types de douleurs, dont dans les douleurs viscérales ou les douleurs un peu plus chroniques de type viscéral. Puis dans les douleurs neuropathiques, donc choc électrique, brûlement, tout ça, les opioïdes sont peu efficaces, en tout cas beaucoup moins dans ce type de douleur-là. Les anti-inflammatoires aussi, beaucoup moins. À moins qu'il y ait une compression, on parle d'une inflammation, mettons, au niveau d'un hernie discale, puis qui fait une compression nerveuse. L'anti-inflammatoire ne va pas aller pour nécessairement la douleur, mais plus pour essayer de diminuer l'inflammation pour que ça comprime moins les nerfs. Mais dans la douleur neuropathique en tant que telle, c'est plus ou moins efficace. Puis il faut aller sortir un petit peu des antidouleurs conventionnels. C'est là qu'on va utiliser des agents qui vont vraiment travailler sur l'influx nerveux de la douleur. Puis on utilise des antiépileptiques souvent, comme le prégabalin, qui était du gabapentin, mais le prégabalin était mis pour la douleur, mais qui était une structure du Lyrica. Les gens vont connaître, qu'on utilise beaucoup en post-zona ou dans les hernies discaux et tout. Mais même des fois dans les névralgies du trijumeau, on utilise vraiment du Tegretol, la carbamazépine, qui est vraiment un antiépileptique pur, mais qui ça bloque l'influx nerveux. Bon, donc remonte le seuil de convulsion pour les gens qui sont épileptiques, mais aussi va jouer sur le seuil de la douleur, puis sur l'impression de douleur neuropathique aussi au niveau des nerfs. Donc, on sort un peu de l'antidouleur conventionnelle, puis on va vers des molécules, des conalgésies. Exactement. Ce qu'on va voir sur Google, les gens disent, ben non, c'est pour l'épilepsie ce que tu m'as donné. Ouais, mais faut pas encanner les médicaments juste dans leur classe principale, parce que on peut utiliser certains antidépresseurs tricycliques dans la douleur neuropathique aussi, là, la métriptyline, la nortriptyline.
la duloxétine aussi, qui sont des structures antidépresseurs, mais qui vont jouer sur l'influx de la douleur. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent m'ont dit, vont sur Google, tu m'as prescrit un antidépresseur. Ben non, pas dans votre cas, mais ça dépend de la dose. Structure chimique va avoir, tu sais, c'est qu'on utilise le mécanisme d'action du médicament, puis il y a des études dans d'autres indications que l'indication principale, puis ça peut très bien fonctionner. Donc, il ne faut pas encanner les médicaments dans une seule classe thérapeutique. Donc, il ne faut pas se surprendre si on a notre médicament. On va sur Google, bon, c'était pour l'épilepsie ou c'est pour c'est un antidépresseur. On n'utilise pas juste pour une indication. Puis moi, je le mentionne là, souvent maintenant parce que les gens vont faire leurs recherches et tout. Oui, mais on fait tous nos recherches. C'est correct. Mais dans le fond, il faut pas. C'est ça, la classe principale de médicaments n'est pas sa seule indication, dans le fond. Mais merci beaucoup, Daniel, de toutes ces précisions. On se retrouve dans 2 semaines. C'est à travers